c'est la volonté d'ailleurs de Marc Eisenberg, qui est le propriétaire désormais de ce journal et qui, avec nous, enfin avec notre équipe, travaille justement à son déploiement. C'est qu'il soit présent, qu'il soit accessible à tous les francophones d'Israël, qui souhaitent l'acquérir et le lire. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Paris et avec notre ami Alexis Lacroix. Alexis, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, je précise à nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore que vous êtes le directeur de la rédaction de Radio J et que vous êtes le directeur de la publication d'Actualité Juive, n'est-ce pas ? Absolument. Après avoir mené une très longue carrière journalistique dans les grands titres de la presse israélienne, en particulier l'Express, si je ne m'abuse, et d'autres grands titres, grands journaux français. Alors d'abord, on va parler dans une seconde partie de cet entretien d'actualité juive que l'on peut désormais se procurer en Israël, mais je voudrais que tout de même, on est on va dire 48 heures, un peu plus de 48 heures après l'instauration de ce cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, et je voudrais avoir votre avis d'expert, d'observateur avisé de la réalité proche-orientale, pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez, qui sort vainqueur de cette confrontation selon vous, Alexis ? Alors, c'est vrai que tout dépend des plans sur lesquels on se place. D'abord, il y a eu 12 jours qui ont été extrêmement éprouvants pour tout le monde, pour l'État d'Israël d'abord, bien sûr, car c'est absolument inédit dans son histoire de recevoir 4000 tirs de roquettes qui sont heureusement pour la plupart intercepté par cette invention géniale qui est Kippat Barzel, enfin le dôme de fer, qui a montré là aussi son efficacité redoutable. Disons environ 90% des interceptions sont réussies. Donc ça, évidemment, c'est un élément, qu'on le veuille ou non, qui penche du côté d'une victoire de l'État d'Israël. Néanmoins, tous les problèmes ne sont pas réglés, et si les officiels militaires que vous connaissez mieux que moi, Daniel, prétendent qu'on a peut-être acheté 3 ans, 4 ans de tranquillité au sud avec le Hamas, il y a d'autres fronts qui peuvent se réveiller dans les mois qui viennent, et donc de ce point de vue-là, la situation n'est pas stabilisée. Il y a une situation de conflictualité aux frontières immédiates d'Israël. Beaucoup d'ailleurs commencent à dire que cette trêve sera peut-être durable au sud, bien sûr, pour les localités du sud qui ont été très très frappées ces derniers jours, Ashkelon, Netivot, Ness Tsiona ou encore Sderot, bien sûr, en bordure de la bande de Gaza. Mais au nord, il y a aussi des menaces grandissantes, et elles émanent évidemment d'une autre milice soutenue par l'Iran, qui est le Hezbollah, car c'est en fait une guerre, la guerre qui vient d'avoir lieu est une guerre qui, par milice interposée, a mis Israël en face de l'Iran. Donc de ce point de vue-là, évidemment, heureusement, victoire d'Israël, mais c'est une victoire fragile, car la confrontation avec l'Iran n'est pas terminée. Et puis peut-être qu'on peut évoquer dans un deuxième temps, Daniel, bien sûr, les paramètres plus géopolitiques de cette affaire. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que, parce que vu de Paris, on a effectivement assisté en Israël à ces manifestations de soutien à la cause palestinienne, mais aussi on a eu le sentiment que les choses avaient quelque peu changé en Europe, au moins dans le narratif par rapport à Israël. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est palpable aussi en France ? Parce qu'on l'a vu très clairement en Allemagne, où par exemple on a vu Heiko Maas qui était ici en fin de semaine dernière. On a vu en Autriche avec Sébastien Kurz qui a hissé le drapeau israélien sur la chancellerie. Du côté de la France, c'est un petit peu plus nuancé, mais vous avez senti qu'il y avait quelque chose que l'on comprenait mieux, on va dire, le positionnement d'Israël face au Hamas ? Alors on l'a pas écrit, vous voyez, c'est vrai dans le numéro qu'on a bouclé le mardi du début des affrontements armés et de la tentative que le Hamas a faite, mais qui est une tentative heureusement avortée jusqu'ici, de provoquer des incidents au sein même de la société israélienne entre juifs, arabes, chrétiens, pour y semer la guerre civile. On n'a pas pu l'écrire parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore cette visibilité de ce que vous notez, mais c'est vrai que depuis 10 jours, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en parallèle de la solidité des nouvelles alliances d'Israël dans sa région, on pense évidemment à des alliances que vous avez longuement commentées sur les antennes de Radio Kalita depuis septembre, c'est-à-dire les alliances avec les puissances du Golfe qui sont liées évidemment à l'allié saoudien, un allié fondamental d'Israël aujourd'hui. Et bien en parallèle, effectivement, on a assisté depuis 10 jours à une détente du climat, on va dire, politique des chancelleries
vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire que l'Europe n'est pas montée comme un seul homme au front pour dire attention les Palestiniens sont les victimes, les Palestiniens sont les agressés, Gaza représente la Palestine et Israël est dans son tort. Non, ça a même été le contraire, et vous le notez très bien, Daniel. C'est vrai que ces drapeaux bleu azur qui ornaient les frontons des bâtiments officiels en Allemagne, en Autriche, mais aussi par exemple dans un pays comme l'Italie de Mario Draghi, ça a une signification très forte. Ça veut dire que l'Europe aujourd'hui n'est plus ce continent chrétien ou post-chrétien qui serait en quelque sorte de manière automatique ou pavlovienne porté vers l'anti-israélisme quand Israël est aux prises avec l'un de ses ennemis dans la région. Donc ça, c'est une évolution fondamentale. Et puis, il y a eu, c'est vrai, sur la scène française... Même s'il y a des dérapages, on va dire par exemple Jean Castex, c'était un dérapage. Alors, il y a eu un pas de deux, c'est-à-dire que là, on est... je ne sais pas si c'est les meilleurs aspects ou les moins bons, mais on est en face de quelque chose qui semble caractériser la ligne politique du macronisme, c'est-à-dire une forme de « en même temps ». Vous voyez, c'est presque proverbial maintenant de dire que Emmanuel Macron, c'est le « en même temps ». Dans un premier mouvement, c'est-à-dire au début des affrontements d'Israël avec le Hamas, le pouvoir macronien, et notamment par la voix du président de la République, a emboîté le pas à ceux des responsables publics français, comme Manuel Valls, qui se sont rangés spontanément aux côtés d'Israël en soulignant à quel point une puissance terroriste qui attaque les civils d'un État démocratique, de toute façon, il n'y a pas photo, c'est évidemment la puissance terroriste qui est l'agressée. Et donc, ce narratif-là a semblé, dans un premier temps, au sommet de l'État français, triompher, alors même que certains médias, eux, dérapaient dans l'inverse. On est bien d'accord. Mais là, on parle du pouvoir politique, Daniel. Et puis, dans un deuxième temps, assez bizarrement, après la très salubre décision de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, d'interdire la manifestation des pro-palestiniens qui était prévue donc au bout de 5 jours de confrontation, et patatras, il y a eu ce discours devant l'Assemblée nationale de Jean Castex, le Premier ministre, qui semblait, lui, aller dans le sens inverse, ou en tout cas, peut-être de leur point de vue, vouloir rééquilibrer les choses avec une partie de l'opinion française qui, elle, vibrait avec la cause palestinienne. Donc on ne comprend pas très très bien la ligne de ce gouvernement qui est, sur ce point-là, assez illisible en réalité. Alors peut-être qu'entre-temps, il y a eu, et c'est une conjecture qu'on peut faire, l'influence évidemment du repositionnement des États-Unis qui souhaitaient intervenir dans ce conflit pour siffler, disait-il, la fin de la récréation. Oui. Et ça, c'est intéressant de le souligner parce que on a toujours l'impression qu'au milieu des hostilités, la France veut se donner un rôle, en tout cas, ou jouer un rôle, comme on dit, c'est la formule consacrée dans les relations entre Israël et la France, jouer un rôle au Proche-Orient. Donc, elle a pris une initiative, elle a rencontré le roi Abdallah, le président Assisi. Et finalement, au bout du compte, elle n'a pas encore compris, la France, que en fait les choses commencent toujours à Washington et se terminent souvent au Caire, et qu'au milieu, même s'il y a des initiatives russes, françaises, etc., elles ne peuvent pas aboutir sans l'aval des États-Unis, sans l'action des Égyptiens. Oui, alors ça, je pense que vous avez fondamentalement raison, Daniel. Le fait est, si vous voulez, que la diplomatie française traditionnelle, on va dire, et il ne faut pas la diaboliser d'ailleurs par principe, mais la diplomatie française traditionnelle qui prenait appui, on va dire, sur 2 aspects, c'est-à-dire l'enracinement profond de la France, de sa diplomatie, de sa culture, de son soft power dans le monde arabe au sens large, et plus largement d'ailleurs même en Afrique. Tout cela aujourd'hui ne fait plus un levier automatique pour peser sur les événements du Proche-Orient. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, Israël est fort. Israël est très fort. Israël, c'est la 8e puissance du monde. Donc aujourd'hui, de facto, vous voyez, il y a une sorte d'autonomisation grandissante de l'État juif qui, c'est vrai, est en lien, disons, symbiotique et très étroit avec Washington. Ça, heureusement, ça continue, bien sûr. Mais ça n'est plus un lien de subordination comme cela a pu l'être par le passé. Vous voyez, donc c'est vrai que Israël aujourd'hui a sa diplomatie, a son agenda, a ses alliances dans la région du Golfe. Et on le sait d'ailleurs, celle-ci, en septembre, ont mis la diplomatie française sans dessus-dessous, c'est-à-dire qu'en fait, les Français ont été totalement dépassés, parce que 2 mois avant, ils étaient complètement, vous vous en souvenez, Daniel, ils étaient complètement positionnés sur est-ce que les Israéliens vont annexer telle ou telle partie des territoires, autrement dit de la Judée-Samarie,
il ne voyait absolument pas ce qui se tramait en sous-main, c'est-à-dire justement ces accords, notamment avec Abu Dhabi, avec le Bahreïn, avec Oman, et bien sûr tout ça avec le feu vert de l'Arabie Saoudite. Les Français ont été totalement paumés dans cette affaire. Alors, on a bien compris, on a bien enregistré votre réaction, votre analyse de cette situation, et je crois que je voudrais vous demander, puisque c'est pour cela essentiellement qu'on se parle, c'est qu'est-ce que de toutes ces informations on peut retrouver aujourd'hui dans le journal Actualité Juive, qui est désormais accessible. Alors, et ça c'est un développement extrêmement important à l'ensemble de la communauté francophone. Oui, absolument. C'est la volonté d'ailleurs de Marc Eisenberg, qui est le propriétaire désormais de ce journal et qui, avec nous, enfin avec notre équipe, travaille justement à son déploiement. C'est qu'il soit présent, qu'il soit accessible à tous les francophones d'Israël qui souhaitent l'acquérir et le lire. Et c'est vrai que la francophonie en Israël, c'est pas quelque chose d'anecdotique. Israël est très adossé sur une francophonie très riche, en raison d'ailleurs aussi de son peuplement historique, du fait qu'il y a beaucoup de gens issus du Maroc, de l'Algérie, ou de France tout simplement, mais qui sont évidemment, ou du Canada, et qui sont évidemment des praticiens du français en plus de l'hébreu. Donc Actualité Juive aujourd'hui est de facto un journal français, mais aussi un journal israélien. Et évidemment, on s'en réjouit beaucoup. Alors, on va la jouer modeste, Daniel. C'est vrai qu'on a bouclé le mardi du tout début des événements avec le Hamas. Donc évidemment, la une y est consacrée, mais on a bouclé dans la journée du mardi. Néanmoins, je crois qu'on a dit l'essentiel avec les papiers des excellentes Pascal Zonshine et Nathalie Sosna-Ophir, qui décrivaient justement ce nouveau terrain d'affrontement. Et puis les experts que nous avons sollicités, notamment Meir Masri, qui le notait. Et qui était notre invité il y a quelques instants. Voilà, et il a eu raison, c'est-à-dire il nous a dit, il a pris un risque, c'est comment vous dire, le journaliste, par définition, on parle dans le brouillard du présent, on ne sait pas ce qui va advenir, mais il a pris un risque, il a dit, le risque d'un embrasement généralisé, pour l'instant, reste faible. Et c'est vrai qu'on a eu peur, c'est vrai que toute la semaine, tout le monde a eu peur, tous les juifs du monde ont vibré pour l'État juif, mais l'embrasement général que le Hamas souhaitait dans sa stratégie du chaos et de l'apocalypse n'a heureusement pas eu lieu en dépit de graves incidents au sein même de la société israélienne. Et évidemment, la rue arabe, ça il faut le noter, il le disait Masri, et finalement il a eu raison, la rue arabe, surtout en Jordanie, dans des pays clés comme le Liban, la Jordanie, la rue arabe finalement n'a pas tellement suivi la cause palestinienne. Et puis, on a aussi dans le journal actuel, il faut le retrouver parce que c'est un homme très engagé et puis qu'on aime beaucoup, le philosophe Bernard-Henri Lévy. Il a consacré une partie de l'entretien qu'il nous a donné justement à évoquer la stratégie du Hamas à chaud. Et il nous dit, ce qui est évidemment tout à fait vrai, que le but de guerre ultime, le Zweck, comme on disait, vous savez, chez Clausewitz, le but ultime, le but dernier du Hamas, c'est évidemment de saper les bases, de détruire, d'annihiler les accords d'Abraham, et Bernard-Henri Lévy les qualifie de trésors diplomatiques. Ok. Alors, je voudrais qu'on revienne un mot sur Actualité Juive, parce que je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs savent ce qu'est Actualité Juive. C'est un titre connu dans la communauté française, juive de France, depuis maintenant plus de 30 ans. Mais il a fait peau neuve, Actualité Juive, depuis un peu près d'un an maintenant. Comment le journal s'est développé et aujourd'hui, concrètement, quel journal un lecteur en Israël va recevoir lorsqu'il reçoit en Israël? Alors il reçoit, un journal qui est, c'est vrai, très très métamorphosé peut-être par rapport à celui qu'il a pu être par le passé. Mais alors on va dire trois choses. Un, les fondamentaux du journal historique sont conservés, c'est-à-dire c'est un journal d'infos axé bien sûr les communautés, sur la vie des communautés et bien sûr sur Israël, le récit de ce qui se passe en Israël et la défense d'Israël. Ça, c'est absolument fondamental dans l'ADN du journal, tel qu'il avait été d'ailleurs fondé historiquement par son fondateur il y a maintenant près de 40 ans, Daniel, qui était Serge Benatar. Et puis, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, là depuis un an, on a œuvré, disons, à développer plusieurs dimensions nouvelles. Il y a l'info, il y a la culture, c'est très important, et j'allais dire les cultures, parce on a vocation à être un trait d'union entre les cultures françaises et les cultures israéliennes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, via la francophonie en Israël,
les traits d'union sont absolument naturels. On pourrait même presque parler de fusion jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, une grande partie de la culture juive française, elle est branchée sur Israël, et inversement, une grande partie de la culture francophone israélienne, c'est une culture qui se réfère beaucoup à ce qui se passe en France, à ce que disent les artistes français, les intellectuels français. Donc on est aussi là vraiment dans une vocation de trait d'union. Et puis la troisième vocation importante du journal, évidemment, c'est d'avoir des analyses d'infos, enfin disons un développement de la partie info au travers d'analyses de grandes signatures. C'est vrai qu'on a fait venir, alors là pour le coup, des grandes signatures de la presse française, mais qui évidemment enrichissent aussi notre regard sur ce qui se passe en Israël. On pense à Alexandre Adler, bien sûr, à Christophe Barbier, à Michael Darmon, à tant d'autres, à André Caspi, à tant d'autres qui sont très importants aussi maintenant dans la matrice du journal, en ce sens qu'ils nous donnent des instruments, justement, pour réfléchir à ce qui se passe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis septembre 2020, il se passe beaucoup de choses en Israël. Alors, concrètement, maintenant, un de nos auditeurs qui voudrait pouvoir disposer d'actualités juives en Israël, que doit-il faire ? Il faut le préciser, ce n'est pas un journal qui sera distribué gratuitement, il est payant et naturellement, donc, il sera, on va dire, réservé aux abonnés, n'est-ce pas ? Absolument. Alors on peut vraiment l'inciter. Là, je n'ai pas sur moi l'adresse, mais on va lui communiquer. Mais on peut l'inciter, bien sûr, à se mettre en relation avec nos services d'abonnement. Et puis sinon, de toute façon, sur le site d'Actualité Juive, Daniel, on peut le redonner à tout le monde. Ça vaut bien sûr pour nos amis et nos lecteurs en Israël, www.actualitéjuive.com. Et évidemment, s'ils s'abonnent, ils recevront dès jeudi prochain dans leur boîte aux lettres notre journal Actualité Juive, bien évidemment. Alors voilà, donc on le répète, c'est un journal donc qui est franco-israélien, qui aura des pages spéciales israéliennes. Exactement. Maintenant, il y a chaque semaine en Israël des pages qui sont coordonnées par la journaliste Eve Bocara, que vous connaissez bien, de Radio Kalita, voilà. Et elles sont excellentes d'ailleurs. Et puis elles déclinent aussi les actualités communautaires, culturelles, associatives dans les différentes villes d'Israël où il y a de la francophonie. Alors il y en a beaucoup d'ailleurs, ça va de Kfar Saba à Ra'anana, en passant par Netivot et Ashdod, et on raconte tout ça chaque semaine pour notre public francophone d'Israël. Voilà, donc à tous nos auditeurs, ceux qui souhaitent s'abonner, il suffit tout simplement de se rendre sur le site d'Actualité Juive, de chercher l'abonnement en Israël. Il est payant, mais il n'est pas cher, et c'est un apport très substantiel en matière d'information que nous offre là Actualité Juive dans sa version on va dire franco-israélienne. Actualité Juive que vous dirigez donc, Alexis Lacroix. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, Daniel, c'est moi qui vous remercie. On peut dire juste un mot sur le prochain numéro, le jeudi prochain. Évidemment, on va poser la question que vous m'avez posée tout de suite, là, au début de notre conversation. C'est est-ce que Israël a gagné la guerre ? On va donner des éléments, justement, pour que chacun de nos lecteurs, en France, en Israël, partout au Canada, puisse se faire une idée de cette question très, très importante. Merci encore, Alexis Lacroix. Bonne journée, bonne semaine. À bientôt, Shavuot Tov. Bonne journée, Shavuot Tov.